Bonsoir mesdames, mademoiselles et messieurs. Nous sommes dans le studio de Aminata.com ce soir. Nous rencontrons ici une grande dame qui est venue pour la 60e session des Nations Unies pour représenter la Guinée. En la personne de madame Curtis Hadia Oumou Kaba, elle est la présidente d'une ONG qui s'appelle FLLP, Femmes Leaders pour la Paix et le Développement en Guinée. Et cette ONG est affiliée à la COFIG. Aujourd'hui, elle est venue représenter la Guinée aux Nations Unies. Et comme ça, nous allons vous introduire cette grande dame qui œuvre pour la paix et le développement de la jeune fille en Guinée. Bonsoir Madame Oumou. Bonsoir Monsieur. Vous êtes venu pour la 60e session des Nations Unies. Vous représentez une ONG qui est affiliée à la COFIG. Quel est votre apport dans cette session? Bon, je vous remercie beaucoup, M. Diallo. Et mon apport à cette session, la 60e session des Nations Unies, pour la femme, cette année, c'était en fait, le thème était l'autonomisation de la femme et lien avec le développement durable. Donc, étant la présidente d'une ONG qui s'occupe de la paix et le développement, j'ai jugé nécessaire d'être là cette année pour au moins voir comment ça se passe et voir ce que ça peut nous apporter et ce que nous aussi on peut apporter à la Guinée. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là. Et mon apport avec ça, je suis venue avec la COFIG et nous avons aussi notre représentation qui est le ministère des Affaires sociales pour l'enfance. Donc on a fait une délégation pour la Guinée. Donc on s'est donné la main et on a travaillé ensemble pour que notre mission soit une réussite. Non, merci madame. Je sais qu'il y a une plénitude d'ONG en Guinée. Comment est-ce que se présente votre ONG, la FLLP, Femmes Leaders pour la Paix et le Développement? Vous êtes la présidente. Oui. Ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce qu'ils peuvent vous connaître et quel est votre apport dans le développement du pays? Déjà, comme vous dites, vous apportez la paix et le développement. Nous œuvrons surtout sur le terrain pour la paix, quand il y a des conflits, quand ça ne va pas politiquement ou toute autre chose. Oui. Nous œuvrons, nous faisons, on se lève, on fait de porte en porte pour sensibiliser la population, pour leur dire ce qu'il y en est. Parce qu'en fait, M. Diallo, ce qu'il y a en Guinée, c'est que la population n'est pas beaucoup informée. L'information manque beaucoup aux Guinéens. Donc, nous, en tant que femmes leaders, nous nous levons et notre devoir est d'informer la couche, la basse couche, parce qu'en fait, la moitié de la population guinéenne n'est pas lettrée. Donc, eux, ils ne peuvent pas avoir accès à Minata.com. Ils ne peuvent pas avoir accès, même quand ils voient la télévision guinéenne, en fait, ils sont là, si ce n'est pas expliqué en langue nationale, ils ne comprennent pas ce qui se passe en réalité. Donc, nous, notre devoir est que de les informer dans nos langues différentes et leur dire ce qu'ils pensent et que ça existe, que ce ne soit pas en ce moment ça. Parce qu'en fait, si on n'est pas bien informé, on agit mal. Ouais. Donc, notre devoir est que, comme on a dit, pour la paix, pour ne pas que les gens se révoltent pour ne rien parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Donc, nous, on va vers eux pour les sensibiliser, pour leur dire réellement ce qui se passe. On ne leur dit pas aussi de se calmer parce qu'on veut qu'ils se calment, mais on leur dit la réalité et le pour et le contre de cette réalité. Donc vous jouez un rôle d'éducateur. Tout à fait. Donc vous êtes venu pour la session des Nations Unies avec
le ministre des Actions sociales, Madame Sanaba Kaba, oui. Et elle était accompagnée par plusieurs femmes. Et parmi elles, il y a d'autres anciennes ministres qui ont occupé le même poste. Comment est-ce que pouvez-vous expliquer ce phénomène? Bon, ça me fait plaisir que vous posez comme question. En fait, Madame Sanaba Kaba est l'actuelle ministre des Affaires sociales de la Guinée. Mais elle est venue avec sa délégation, les directrices du genre au ministère des Actions sociales et des cadres de ce département. Mais par contre, l'ONG, en fait, l'ONG COFIG, la COFIG est venue et les anciennes ministres qui étaient dans cette délégation sont venus au niveau de la COFIG. Donc, eux, ils sont dans une ONG qui s'appelle COFIG et la REFAMP et la REFMAP, c'est-à-dire l'ONG des anciens ministres, je ne connais pas très bien leur nom. Ouais. Mais en fait, quand on parle de COFIG, c'est la coalition de plusieurs ONG qui sont là et eux, ils sont venus dans ce cadre-là. Mais comme on ne défend que la même Guinée, et on s'est donné la main, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une seule délégation finalement, que vous soyez ONG ou que vous soyez du gouvernement, on s'est donné la main pour travailler ensemble. Les anciennes ministres là ont beaucoup d'expérience et ils se sont pas renfermés, ils ont donné ce qu'ils ont comme expérience à la nouvelle ministre et elle a su l'exploiter aussi parce que la nouvelle ministre elle est bien très intelligente, donc elle a su exploiter ça et on s'est donné la main, on a fait le travail ensemble. Donc votre rôle d'éducateur et dans la paix et dans le développement, on nous a dit que vous avez participé par exemple à la négociation avec les syndicats. Vous vous êtes réveillé à 2 h du matin, vous avez fait porte à porte comme vous venez de nous le dire. Et comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour trouver une solution à cela? Et comment vous vous êtes rencontrés pour pouvoir rencontrer tous ces gens-là, tous ces acteurs pour pouvoir passer à l'action? Bon, comme je vous le dis, quand on veut quelque chose, on peut. Et comme nous sommes tous des Guinéens, nous ne voulons pas mettre le feu à la Guinée. Nous voulons que la Guinée aille de l'avant. Nous ne voulons pas qu'on retourne en arrière. Donc, ce que je vous dis est que nous œuvrons pour la paix. Et les ONG se sont levées et ils ont approché les syndicalistes. Moi-même, je suis syndicaliste. On a approché les syndicalistes pour leur dire qu'on n'a pas d'intérêt à mettre le feu à notre maison. Si on le fait, on va aller où? Donc, eux aussi, ils ont compris, ils ont posé les conditions. Ces conditions-là, comme dans votre famille, quand vous essayez que la paix règne dans votre famille, comment vous négociez, c'est comme ça nous négocions. Mais les syndicalistes, en fin de compte, ont vu que ce qu'on dit était la réalité. Il fallait mettre la balle à terre et essayer de négocier, essayer de s'entendre sur un consensus pour que tout le monde puisse trouver son compte là-dedans. Donc c'est comme ça on a fait, on s'est levé la nuit pour aller taper la porte à qui de droit et lui expliquer qu'il fallait vraiment mettre un peu d'eau dans leur vin et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre les dirigeants les uns et les autres ensemble. Revenons à votre ONG, FLLPD. En Guinée, il y a très souvent des violations, des femmes sont violées, nous avons ce problème d'Ebola et les femmes, c'est les plus vulnérables dans cette situation. Chaque fois qu'il y a un conflit dans un pays, les femmes, les filles et les enfants sont les plus vulnérables. Alors, quel est votre apport dans cette situation d'Ebola et de violation, de viol de femmes en Guinée? Bon, la situation d'Ebola,
Je ne sais pas si vous avez suivi très bien la Guinée. Nous, notre ONG, on a eu beaucoup d'aide venant des États-Unis ici. Et parce que je ne peux pas vous donner en ce moment le nom des gens qui nous ont aidés. Ils nous ont envoyé soit des aides en nature, soit en espèces. Donc on s'est levé quand même pour aller vers la population, leur expliquer ce qu'il fallait faire, qu'il fallait être propre pour chasser l'Ebola de chez nous. Et qu'il fallait, on a acheté des kits pour donner dans les familles. On a fait le porte-en-porte comme on le fait au temps des élections pour sensibiliser les gens et leur dire que l'Ebola n'était pas une fatalité et que c'est une maladie qu'on pouvait vaincre, qu'on pouvait s'en sortir. Donc pour cela, ce qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait leur expliquer. Quand on va aux toilettes, il faut se laver les mains. Quand on va manger, il faut se laver les mains. C'est la propriété en fait, proprement dite. Je ne sais pas si vous avez suivi cette année, quand il y a eu l'Ebola en Guinée, il y a eu moins de choléra. Il y a eu moins de cas de choléra. Parce que le choléra, quand ça vient, chaque hivernage, quand il y a les grandes pluies, il y a toujours le choléra en Guinée. Mais cette fois-ci, ce n'a pas été le cas parce que les gens prenaient les précautions pour se laver les mains avant de manger, avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'était quand même un moment très difficile. Mais comme la population était consciente, au départ, il y a eu des problèmes. C'était très difficile parce que les gens pensaient que c'était faux et que ça n'existait pas, cette maladie. Mais quand on s'est rendu compte réellement que cette maladie, elle existait, on a pris à bras le corps et on est parti vers la population pour les sensibiliser, pour leur dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qui fait qu'on a pu s'en sortir. Et Dieu merci. On aurait appris aussi que votre ONG travaille beaucoup dans la solution à la Guinée de cette nature de croire que l'excision et les mutilations génitales étaient une solution religieuse. Mais votre ONG se bat beaucoup pour supprimer cela. Quel a été votre rôle? Bon, l'excision proprement dite, nos parents ne veulent, certains parents ne veulent rien savoir. Et comme je dis toujours, il faut aller vers eux pour leur expliquer ce que ça a comme désavantage pour les jeunes filles. Et la population guinéenne, en fait, à l'intérieur du pays, bon, à Conakry proprement dit, ça a beaucoup diminué, mais à l'intérieur du pays, ça persiste. Ce que je peux dire à nos parents, ce que je peux dire à la population guinéenne, c'est leur dire d'arrêter cela, parce que ça n'avance en rien. Et comme ils disent que religieusement, on a vu dans aucun courant qu'il fallait l'excision pour les filles. Les jeunes filles sont victimes parce que c'était l'ignorance en fait. Les gens ne savaient pas si c'était religieux, si c'était coutumier ou quoi. Mais je crois que c'est les coutumes guinéennes, c'est devenu un rituel chez nous qu'il faut abandonner parce que ça a beaucoup d'inconvénients sur la vie d'une jeune fille. Il y a les stérilités, il y a les infections, il y en a qui perdent même la vie avec ça parce qu'ils ont des hémorragies, ils n'arrivent plus à arrêter. Donc nous perdons nos enfants comme ça. Donc là maintenant, comme nous sortons de ce 60e session des Nations Unies, et on a suivi un panel qui était strictement sur ça. Donc moi je pars bien enrichi et pour que j'aille voir quand même vers les cibles, je vais aller vers les cibles et je vais mettre nos gens
sur ça pour qu'on sensibilise, pour que nos parents sachent que c'est vraiment pas dans notre avantage de continuer à faire l'excision. D'accord. L'éducation de la jeune fille en Guinée. On voit que 3 à 15% de la population guinéenne, du côté féminin, finissent l'université. Alors, votre rôle d'éducateur, qu'est-ce que vous apportez à ce niveau? Bon, à ce niveau aussi, il faut toujours, comme je l'ai dit toujours, il faut aller vers la population. Il faut inciter nos parents à envoyer les enfants à l'école. Et je crois que j'ai entendu dernièrement que le ministère de l'Éducation préuniversitaire avait quand même décidé de donner des primes aux parents qui envoient leurs enfants, les jeunes filles, à l'école. Donc, je crois que ça incite beaucoup les villageois à envoyer les enfants à l'école maintenant parce qu'ils vont percevoir ce prime-là. Donc, ça les incite à envoyer les enfants à l'école. Tout ce que je peux dire à nos parents, envoyer un enfant à l'école, c'est prévoir l'avenir. Cet enfant, demain, si elle est quelque chose, si elle peut se suffire, elle pensera à ses parents. Donc, elle prendra les parents en charge. Et ça, c'est mieux que de laisser l'enfant, la petite fille, dans l'ignorance, ne pas l'envoyer à l'école. Demain, quel sera son avenir? Donc, je demande à tous les parents, à tous mes compatriotes d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils ne comprennent pas. Peut-être s'il y a des enfants qui ont été à l'école peuvent les expliquer ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, nous, on va se mettre sur le terrain pour sensibiliser les villageois pour qu'ils envoient leurs petites filles à l'école. Notre avant-dernière question, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Beaucoup de difficultés. Parce que l'excision, par exemple, comme vous voyez, on vient de le dire, il y a les religieux qui prennent ça comme si c'était une religion, alors que nous, on sait pertinemment que ce n'est pas une religion. Donc, on est confronté à eux et ils ne veulent pas du tout qu'on avance sur ce terrain. Mais il faut, avec un peu de persévérance, on arrivera, je pense. Donc, nous allons nous battre et comme nous sommes des femmes leaders, nous allons nous battre pour arriver à notre fin. Votre dernier mot? Le dernier mot que j'ai, en fait, je dirais à tous les Guinéens de se donner la main. De se donner la main et se donner la main. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je dirais à tous les Guinéens de se donner la main et que c'est la Guinée. Quand nous réussissons, c'est la Guinée qui a réussi. Quand nous gagnons, c'est la Guinée qui a gagné. On ne dira pas que c'est le président qui a gagné, on ne dira pas que c'est M. Diallo qui a gagné. Et c'est toute la Guinée qui gagne ensemble. Et ça, c'est quelque chose. Pour qu'on aille de l'avant, il faut qu'on se donne la main et qu'on essaye d'aider notre Guinée qui nous est chère. Et je vous demande aussi de l'aimer comme il nous aime. Je vous remercie. Merci Madame, Mesdemoiselles et Messieurs. C'était Madame Curtis Hadja Oumou Kaba de l'ONG FLPD, Femmes Leaders pour la paix et le développement de Guinée. Merci.